Le football va très très vite. Je vais vous retrouver dans la dernière vidéo pour vous évoquer quelque chose de formidable pour la RDC, pays africain qui réalise quelque chose de fou, littéralement historique pour eux, qui est à deux doigts de se qualifier pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'autre, beaucoup moins positif forcément. Bon, on va quand même évoquer de la positivité parce qu'il y a deux équipes dont j'ai envie de parler dans cette vidéo, l'Italie et la Norvège, et évoquer en fait la chute sans fin de l'Italie. Très honnêtement, les gars, on est et logiquement sur la plus grosse crise de la sélection italienne depuis très longtemps. Je pense que c'est facilement la plus grande crise du football italien au XXIe siècle. On parle d'une équipe qui est mythique, qui est légendaire. J'ai vu d'ailleurs un Italien qui a commenté ma dernière vidéo qui a dit: je vais regarder le match de la RDC. Le gars, il s'est posé littéralement le dimanche et il s'est dit: tranquillement, je vais me poser devant Nigeria, RDC alors qu'il est italien, tellement ce qu'a montré son équipe ne lui allait pas. Et parlons-en un petit peu. La chute de la sélection italienne, comment tout ça c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va évidemment féliciter la Norvège, il n'y a pas de problème là-dessus. Je tiens également à vous dire, les gars, que nous sommes dans la fin de ces qualifications à la Coupe du Monde. On va normalement avoir toutes les réponses dans quelques heures par rapport à la zone européenne. Pour la zone Afrique, c'est globalement fait. On a tous les qualifiés africains, on a la RDC qui va probablement se qualifier, on verra en mars avec les barrages intercontinentaux pardon. Concernant l'UEFA, on a des premiers qui attendent d'être faits. Suisse, normalement, face au Kosovo. Kosovo qui pourrait terminer, enfin qui, je pense, terminera deuxième. On aura Danemark ou Écosse, ça fait deux. Espagne ou Turquie, bon, normalement ce sera l'Espagne, ça fait trois. On aura également, tac, 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 Autriche ou Bosnie, donc c'est vraiment une finale. Ils vont s'affronter d'ailleurs, ça fera quatre. Et enfin, ouais, Belgique ou Macédoine, normalement ce sera la Belgique. Peut-être qu'on parlera d'ailleurs de nos amis belges qui me demandent très souvent qu'on reparle un peu de la Belgique. On verra bien, ça fera 5. 5 qualifiés d'office. Je tiens quand même à vous faire une petite parenthèse sur cet aspect des éliminatoires de l'Europe. On va en parler un petit peu après, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Enfin, c'est pas très dur, mais comment se passent les barrages européens? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Mais d'abord, les gars, il faut parler clair, il faut parler simple. Le football italien est dans une crise sombre. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et on est très, 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 très loin. Ça, c'est très souvent ce qu'on me dit quand on parle de l'Italie, même, vous savez, dans ma vie, quand on parle un petit peu, vous savez, des sélections ou quoi. L'Italie était une équipe, j'ai pas besoin d'expliquer à quel point elle était mythique, hein. D'ailleurs, pas qu'au début du XXIe siècle, même dans les années 80, et cetera. Elle a même remporté parmi les premières coupes du monde, d'accord? Mais on est passé, vous savez, de toutes les légendes, les Buffon, les Maldini, les Nesta, tout ce que vous voulez, machin, à une équipe qui, pour beaucoup, ne fait pas vibrer sur le papier. Et en fait, je pense que la réflexion de base primaire, mais attention, hein, ça fait pas tout, à avoir concernant l'Italie, c'est que sur le papier, peut-être que c'est moins, claquant qu'à une époque. C'est aussi, peut-être, je pense, une vérité. Vous savez, très souvent, les gens, ils aiment bien faire cet exercice-là et je le comprends parce que j'aime beaucoup aussi le faire un 11 de légende. En fait, il y a un truc qui est très, très choquant, c'est que l'Italie, alors on sait que globalement, c'était pas non plus, vous savez, les attaquants, les joueurs offensifs les plus choquants de l'histoire du football. Bon, même si évidemment, il y en a eu, hein, notamment Del Piero, il y a pas de problème, Baggio, s'il vous plaît, évidemment, bien sûr. Mais quand on voyait notamment certains noms dans la même équipe, il y avait Buffon. Alors, ils ont un grand gardien, l'Italie actuellement, heureusement, il leur reste quand même ça. Cannavaro, Baresi, là on parle de légende et vous savez à l'époque la Serie A, petit cours peut-être pour ceux qui suivent vraiment, vraiment pas la Serie A à l'époque, que je n'ai pas connu non plus dans son âge de gloire. Bon, j'étais jeune, on va dire que je connais surtout l'histoire. C'était largement le meilleur championnat, d'Europe, hein, franchement le meilleur championnat du monde. Il y avait toutes les plus grandes légendes à un moment qui sont passées par le championnat italien. Cannavaro, Baresi, Maldini, Pirlo, Totti, s'il vous plaît. Là, on est vraiment sur des légendes, 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 plus, plus, plus. Alors, je suis pas en train de dire à cette pauvre sélection italienne actuellement, ouais, soyez tous des légendes. Il y a des bons joueurs. Dans l'absolu, prenez par exemple Pio Esposito, qu'on a découvert avec l'Inter à la Coupe du Monde des clubs, très très jeune. Peut-être que c'est l'avenir, le futur du football italien, on verra bien. Et je pense que offensivement parlant, c'est pas comme si il manquait de munitions. Barella, ça reste un joueur de très très haut niveau, très complet, évidemment dans le dernier tiers qui est important. Di Marco, offensivement, je ne parle pas défensivement, offensivement parlant, purement et simplement, Di Marco, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient l'avoir. Offensivement parlant, là j'entends bien. Quand tu prends Bastoni par exemple, alors qu'il a fait une erreur face à la Norvège, qui est un peu le tollé de la défense, mais je trouve quand même que c'est plutôt vous savez, un défenseur moderne, défenseur de relance, de percussion et de construction.
il est un petit peu seul, voilà, qu'on prenait par exemple un mec comme Di Lorenzo, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait encore, avec la sélection italienne? Je ne sais pas. Je vais pas non plus, tirer comme ça sur certains joueurs pour tirer dessus, vous comprenez l'idée, mais globalement, il y a un manque. Il y a un manque dans cet effectif-là, qui s'est vu, qui est criant. Au-delà de ça, les gars, parce qu'on est aussi obligé de parler, du jeu, l'Italie a changé de coach, pas mal de fois, il faut le dire ces derniers temps. Actuellement, c'est Gattuso, bon évidemment que vous connaissez normalement, qui est une légende, italienne, qui a entraîné, pas mal de clubs et actuellement, bah, qui est le sélectionneur littéralement de l'Italie. Donc voilà, on verra un petit peu s'il arrivera à qualifier l'Italie pour, cette coupe du monde. Je rappelle encore une fois que ça va être la troisième fois, il me semble, troisième fois de suite que l'Italie fera les barrages de la coupe du monde. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Sélection italienne, 4 coupes du monde, je ne sais pas combien d'euros, largement, sans débat, une des plus grandes sélections de l'histoire du football à diverses époques, plein d'époques différentes. On peut voir l'Italie au sommet. Vous voyez, par exemple, l'Espagne. Bon, l'Espagne, c'est surtout depuis le 21e siècle où ils ne rigolent plus trop. Hein, les Piqué, Sergio Ramos, Busquets, Iniesta, Xavi, machin. Bon, voilà, ils ont bugué les Espagnols. D'ailleurs, même l'Espagne n'a pas eu non plus, vous savez, des attaquants de légende plus, plus, plus. Bon, je m'éloigne un petit peu du sujet. Pour les Espagnols, évidemment que c'est des légendes, mais je parle des machines à but, machines à marquer, comme on peut avoir d'autres équipes, même si voilà, c'était vraiment des très bons attaquants, je ne dis pas le contraire. Vous comprenez l'idée. L'Italie a eu des périodes de gloire dans plein de moments différents. Troisième barrage de suite, la dernière qualification directe, donc c'était quoi? En 2014, hein, il me semble. 2014, où ils sortent très très tôt. Ouais, 2014, si ma mémoire ne me trompe pas, je crois qu'ils étaient dans un groupe avec l'Uruguay, l'Angleterre et le Costa Rica. Le Costa Rica s'est qualifié en étant premier de ce groupe-là. Et je pense que l'Italie a fini troisième ou quatrième. Je ne suis pas très sûr de ça, mais voilà. Il faut se rendre compte. 2018, pas là. Barrage échoué. 2022, pas là. Barrage échoué. Et là, on en est là. C'est fou de se dire que il y a 20 ans, l'Italie remportait la Coupe du Monde en 2006, enfin presque 20 ans. Alors peut-être qu'on se qualifiait et la remporter, je ne sais pas. Mais voilà, par rapport au jeu, les gars, je suis obligé de vous en parler forcément. À l'époque, on avait, vous savez, ce qu'on appelait un petit peu le catenaccio italien, ce système, peut-être, je sais pas si c'est le terme hybride, mais basé aussi sur les mouvements, très, très, très solides défensivement. Et vous savez, pendant très longtemps, on a eu cette idée, ce cliché, mais un cliché qui, je pense, dans le football sur le terrain, pouvait aussi se comprendre, de football, Italie égale solidité défensive extrême. Et en fait, jeu basé sur aussi beaucoup de coups, beaucoup de vitesse, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de structure. Et voilà, peut-être pas, vous savez, des noms offensifs qui ressortent comme plein d'autres équipes actuellement. Voilà, comme prenez l'équipe de France aujourd'hui, Mbappé, Dembélé, Olysée, Cherki, machin, truc. Vous voyez, il y a plein de noms offensifs qu'on ressort. De base, l'Italie, bon, c'était surtout, on les connaissait bah, pour les tauliers. Derrière, pendant très très longtemps, vous savez que les fans de l'Italie, les fans des joueurs italiens, bah, leurs joueurs préférés, c'était des mecs comme Cannavaro, comme Mazzini, comme Buffon et tout, que des joueurs défensifs. Ce n'est pas pour rien, basé également sur cet aspect de Catenaccio. Et aujourd'hui, ouais, je vais quand même vous montrer quelques images sur ce match-là entre l'Italie et la Norvège. D'ailleurs, les gars, la Norvège qui est vraiment une sélection formidable et je pense qu'avant la Coupe du Monde, on verra bien quand on la fera. Mais je ferai carrément une vidéo, je pense, les équipes outsiders à suivre. La Norvège, les gars, ah là là là. Comment ne peut-on pas suivre une équipe dans laquelle il y a Erling Braut Haaland, j'espère que je prononce bien son nom, qui est juste légendaire. Légendaire, mythique, complète légende déjà du football norvégien. On évoquera la Norvège à 100%, je l'espère les gars, avec deux équipes très importantes à suivre dans cette Coupe du Monde-là. En fait, l'Italie a ouvert le score face à la Norvège. Alors, la Norvège devait perdre 9-0 pour finir deuxième. Clairement, la première mi-temps, ils n'ont pas trop joué. Et en fait, on a remarqué très rapidement en seconde période que c'était vraiment très dur. Et quand je vous parle un peu de structure au niveau de l'Italie, en fait, c'est très très simple. Tactiquement parlant, c'est une équipe qui veut jouer à trois défenseurs avec des pistons très très hauts, notamment voilà, Di Marco, etc. En plus, voilà, dans ce match-là, si on regarde très rapidement, tu as surtout voulu jouer comme ça avec Di Marco et Politano. Bon, voilà, Politano, également vieillissant, hein, 32 ans quand même, je pensais un peu moins, je pensais 30 ans, mais 32 ans. Le premier match entre la Norvège et l'Italie, donc le 3-0 en Norvège, Haaland a également marqué. Bon, vous voyez encore une fois, Udogie Zappacosta, toujours cette défense à 3. On essaie d'avoir un milieu dense, mais en vérité, étant donné que tu es assez haut dans ton pressing et un petit peu inconstant, bah, c'est très compliqué. Et voilà, forcément, tu vois, Retegui, pendant un temps, on se disait, bon, peut-être que Retegui, vas-y, va être un peu le futur de cette sélection italienne. Bon, au final, il est même parti en Arabie, me semble. Hein. Je sais pas si c'est en Arabie, ce club-là. Ouais, c'est en Arabie. On verra un petit peu ce que ça va donner, mais bon. Il y a beaucoup de flou. Je vais montrer, comme je vous dis, des images.
Une structure, bah, qui est complètement à la dérive. Je pense que si on a trouvé, vous savez, des critères footballistiques, on peut parler de la qualité individuelle, on peut parler du manque générationnel et cetera. On peut parler de plein, plein de trucs, d'accord. À la fin, il y a aussi le football, la tactique. Il y a des équipes avec des joueurs beaucoup moins bons que cette sélection italienne. L'Italie, je rappelle que c'est tous des joueurs, qui jouent au haut niveau, au plus haut niveau, en Serie A, même dans d'autres championnats, qui sont parfois pour certains des tauliers dans leur club. C'est pas comme s'ils avaient des joueurs nuls, c'est pas le cas. Mais par contre, footballistiquement parlant, qu'est-ce que tu proposes sur le terrain? Quelle est ta tactique? En fait, on voit, par exemple, ici, vous savez, il y a une passe, comme ça vers l'attaque pour l'Italie. Vous allez voir que voilà, il y a la défense qui ressort et qui essaie de faire pressing 1 pour 1 et cetera. Mais globalement, l'organisation défensive est pour moi de très, 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 très loin, en fait, le plus gros problème de l'Italie. Et tu un mec comme Locatelli, en fait, qui se défend. Franchement, voilà, Locatelli, mais tu le sens parfois ultra isolé. Et le bien défendre dans le football, c'est pas juste, ouais, j'ai des bons défenseurs centraux et c'est comme ça. Et basta, voilà. Non, ce n'est pas que ça. Tu es dépassé. Tu es dépassé et surtout face à des équipes qui savent jouer le ballon. Italie-Norvège, sur les 2 matchs, il y a 7-1 pour la Norvège. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est pas possible. Alors OK, Donnarumma n'a pas, fait du tout ses meilleurs matchs face à la Norvège, sous le 4-1 où il a pas été bon, OK. Mais Donnarumma, c'est pas juste ça l'explication. Vous comprenez l'idée? Quand vous voyez ici qu'après une simple passe axiale, tu peux, battre ton vis-à-vis et attaquer comme ça, le côté gauche avec une défense super exposée. Regardez un petit peu la structure italienne, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, il y a 5, 6 joueurs italiens dans la surface. Bon, je vous invite à regarder un petit peu comment ils sont positionnés, c'est évidemment extrêmement compliqué, tu sens qu'il y a pas de repère. Di Marco, en tant que piston, il est là. Évidemment, conseil défensivement, bon, Di Marco n'est absolument pas un défenseur. Je ne pense même pas que lui se considère vraiment comme un piston proprement parler, mais limite comme un ailier hein, par moment. C'est assez délirant. Là, il y a but. Alors, la finition est très belle. Hein, voilà, Donnarumma peut peut-être mieux faire ou quoi. Mais c'est passé, en fait, d'une situation très bizarre parce que initialement, tu es comme ça. Tu es comme ça. Euh, je veux dire, tu as tes 3 centraux. Ok, Di Marco, il descend pas vite. On le voit même pas ici sur l'écran. Voilà, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas, mais à droite de l'écran, il y a également Bastoni, je pense. Comment tu arrives juste avec une passe comme ça où, OK, tu bats ta première ligne de pression, avec une petite feinte, tu te retrouves dans cette situation de danger? Je ne sais pas. Alors, le but est beau, Donnarumma peut mieux faire, OK, mais le danger, juste la situation. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais, pareil, là, tu vois, par moment, tu as essayé d'être en bloc bas. Bon, il y a aussi une vérité, c'est que tu es dans une difficulté à défendre ta surface qui est anormale. Et ça, vous savez, ça me rappelle un peu, alors différemment, c'est pas vraiment la même chose, mais je vais m'expliquer. Vous voyez un peu le Barça en club actuellement, défensivement, c'est la ruine. Mais pourquoi? Parce que le Barça est extrêmement haut sur le terrain. En fait, se fait beaucoup trop avoir dans le dos, en contre et complètement ruiné derrière. Voilà, ça c'est aussi une vérité. L'Italie, quand je vous dis que ça me rappelle un peu le Barça, c'est que l'Italie aime être haute sur le terrain. D'ailleurs, au niveau de la possession, c'est comme une équipe en Europe qui a beaucoup la possession, heu, qui aime presser, mais en fait, ne presse pas très bien. Et quand elle doit être basse sur le terrain, où elle a pas trop l'habitude, en fait, juste, je vous invite à regarder un moment, ça se voit. Quand vous voyez littéralement Di Marco qui est sur Bastoni, le mec est littéralement avec Bastoni, il est sur la même zone. Haaland est derrière, tranquille. Il y a réellement un problème de défense basse et défense de surface absolument dingue. Locatelli, il est ici, Barella est là, mais au final, tellement de joueurs facilement qui peuvent être trouvés dans cette défense. Ici, je vous laisse regarder un petit peu le mouvement d'Haaland. Après la percussion, après le centre, Di Marco est dans le vent. C'est un comble, mais l'Italie ne sait pas défendre. C'est chaud. C'est chaud de dire ça. Vous remontez il y a 20 ans, les gens vous prennent pour un fou. L'Italie ne sait pas défendre, mais de quoi tu parles? Tu es malade ou quoi? Actuellement, l'Italie, en tout cas, quand elle doit défendre bas, quand elle est plus avec cette pression-là, elle ne peut plus défendre. Et quand tu as un mec comme Haaland, qui peut toucher ce genre de ballon, évidemment que c'est terminé. C'est c'est dur. C'est très, très, très dur. Une des organisations absolues, complètement absolue, défensivement. Offensivement parlant, je vais pas dire que non plus c'est les foudres de guerre ultime, c'est pas la meilleure équipe offensive du monde. Je considère qu'offensivement, ils ont quand même de la qualité, ils peuvent bien centrer, il y a des petites combinaisons, c'est OK. Pour moi, c'était pas non plus offensivement où c'est la ruine. Par contre, derrière, c'est voilà, c'est la ruine. Donc là, c'est très, très compliqué. Encore une fois, Donnarumma peut mieux faire parce qu'en fait, il tape le ballon, au final, il rentre dans les cages. Le 3e but, avec quelques erreurs, par exemple ici Bastoni qui est très, très bon, hein, mais qui aime la relance et qui aime les relances risquées. Bon, quand il y a une interception comme ça, comment tu réagis dans les contre ou quoi? Je pense que l'Italie est franchement en Europe même dans le monde, hein, une des équipes de football
qui a le plus de mal à gérer la pression adverse. S'il y a une équipe qui presse énormément, c'est extrêmement dur pour eux. Et les pertes basses. Par exemple, là, il y a une perte basse. C'est ultra compliqué pour l'Italie d'exister dans ces moments-là. Et surtout avec des mecs comme Haaland, nous, ça tout ce que vous voulez, machin. Là, Di Marco, encore une fois, bah, évidemment qu'il est très, 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 très en retard. Personne ne peut se réorganiser. Alors que de base, l'action, voilà, la perte basse, elle est là. Tu peux imaginer des retours ou quoi. Mais en fait, Haaland se fait beaucoup trop facilement oublier. Tu reviens parfois trop lentement. Et c'est beaucoup trop facile pour lui de terminer l'action ici. Ouais, une équipe d'Italie qui se met en danger toute seule, mais qui globalement ne défend pas bien. Même là, vous voyez, il n'y a pas eu but sur cette action-là. Quand tu vas en plus là sur le papier, bon, tu dis ça passe. On voit la ligne de 4, ok, avec voilà, Bastoni, là, vous voyez le bout de la main qui donne un petit peu ses consignes. On voit la ligne de 3 et on voit la pression un petit peu des attaquants. Ok, mais un long ballon. Et tu te retrouves dans ce genre de situation avec, bah, encore une fois, Di Marco. Di Marco qui a un point faible défensif absolument extrême, hein, ça, il faut pas le nier. Autant Di Marco, offensivement, pour le danger qu'il peut apporter par ses passes, par voilà, ses tirs, etc., il n'y a aucun problème. Autant structurellement parlant, Di Marco, il peut être un handicap absolument dingue. C'est aussi une vérité. Et là, simple long ballon, tu es dans cette situation. C'est dur, c'est extrêmement dur pour toi. Tu as des joueurs intérieurs qui peuvent toucher le ballon tranquille. Et encore une fois, ouais, des joueurs à la dérive. Bon, là, ça va pas marquer. Mais c'est très très dur. Là, franchement, le mec tire. Bon, peut-être que tu peux dire, je crois que c'est Ryerson hein, qui tire. En vrai, tu peux peut-être passer ici. Peut-être que Haaland, il peut être servi aussi. C'est chaud. C'est vraiment très très chaud. Regardez, même quand l'Italie veut presser, quand je vous ai dit qu'ils pressent pas très bien, il y a des moments où ça va, ça presse, mais des équipes qui savent ressortir le ballon, comme la Norvège, bah en fait, je trouve du genre de situation, il y a une tête pour essayer de remettre, mais sur les seconds ballons, bah t'es ultra en retard. Mais regardez un petit peu, un Norvégien, deux, trois, quatre, où sont les Italiens? Bah Barella, il est là, mais c'est un peu trop tard. Et ouais, c'est tactique. C'est aussi tactique, les gars, c'est le football. Haaland ici en remise, très facile. Ça va pas marquer ici, hein, mais tu te mets dans la surface de l'Inter d'une facilité. Là, ça revient. Regardez, il y a Sorlos qui demande le ballon. Analysez simplement la position des Italiens. Encore une fois, Di Marco, bah, qui est redescendu cette fois-ci, mais Sorlos est seul. Il y a 3 Italiens qui se marquent dessus ici, c'est très dur, hein. Franchement, les Italiens, force à bouge. Je peux comprendre que l'abonné italien qui est venu, qui m'a dit je regardais RDC Nigeria. Quand j'ai vu le replay du match, j'ai compris. J'ai vraiment compris. Je me suis même refait le match, hein, littéralement. Les gars, c'est tellement facile pour la Norvège d'évoluer à ce moment-là. Tout le monde est obsédé par Haaland, je pense. C'est aussi ça, parce qu'il fait évidemment très très peur. Mais il faut aussi marquer les autres. Des ballons trop facilement trouvés. Solos peut toucher le ballon ici. Il aurait pu tirer. Au final, le nombre de ballons ici, il est dans la surface. Normal. Il garde le ballon. Il contrôle, il crochet, machin. Il va tenter une frappe là. C'est ultra ultra compliqué. Le ballon, il frôle la lucarne. Les gars, je vais pas non plus. Ouais, quand même 20 minutes de vidéo. Ouais, je pensais pas que j'allais parler autant. Je vais pas non plus voilà, aller trop loin. Je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Cette équipe a perdu de la qualité au niveau des joueurs, mais cela ne fait pas tout. Je pense que tactiquement aujourd'hui, cette Italie a des lacunes, a des failles beaucoup trop importantes pour se permettre d'exister à haut niveau. Là, c'était la Norvège, qui est vraiment une très très bonne équipe de football. Maintenant, je vous laisse imaginer un Italie-Espagne en Coupe du Monde, un Italie-Norvège, enfin Norvège, on a eu un Italie-France, je sais pas, etc. Ça peut être un carnage. Surtout si l'Italie a cette optique de jouer le ballon et essayer de presser, mais comme ne le fait pas très bien, ça peut vraiment être, vous savez, cette idée de bah, tu vas te faire rouler dessus. Et vous savez, ça me rappelle un petit peu, par exemple, PSG Inter. Pourquoi je pense à PSG Inter? Parce que bah, il y a notamment Di Marco qui joue à l'Inter. Et l'Inter aime presser, pressing tout terrain, etc. C'est ultra, ultra dense. Mais quand tu as une équipe qui sait bien relancer le ballon, comme le PSG par exemple, ça a été bah, une boucherie sans nom. On a rarement vu l'Inter se faire autant rouler dessus. Sans, voilà, je ne cherche pas du tout à provoquer ni rien, mais c'est pour vous montrer que tactiquement parlant, parfois il faut faire des concessions. Peut-être que l'Italie, ben, tu vois, sur ce match-là, notamment en première période, ils ont plus le ballon. En seconde période, c'est du 50-50% de position. Mais par moment, je te dis peut-être que l'Italie, structurellement parlant, en ayant moins le ballon, mais en étant beaucoup plus compact, en cherchant beaucoup plus les contres, ben, peut-être qu'elle aurait beaucoup plus de possibilités et de probabilités d'être bien et de remporter des matchs. Ça paye cash. Ok, ton gardien n'a pas été bon dans ce match-là, ok. Mais tu t'es fait trop transpercer sur beaucoup trop de moments. Par rapport au barrage, les gars, on finira un petit peu sur ça. Alors, comprenez une chose très simple, je vous invite à faire pause si vous voulez. Voilà, pour lire un petit peu ce qu'ils disent, je vais vous résumer ça très tranquillement. Ce qu'il faut retenir, c'est là,
Il y a 4 groupes de 4 équipes. Dans chaque groupe, les matchs sont à élimination directe. Il y a des demi-finales et la finale. Et les vainqueurs de groupe sont qualifiés pour la Coupe du Monde. 4 équipes européennes seront qualifiées à l'issue des barrages européens. Voilà ça à considérer. Alors maintenant, on verra un petit peu qui seront de la partie. Pour l'instant, on a quelque chose comme ça, la Slovaquie, on a l'Irlande du Nord, on a la Suède, l'Ukraine, l'Irlande, la Pologne, la Roumanie, l'Italie, l'Albanie et la Tchéquie. Sur le papier, l'Italie a quand même la possibilité de gagner sur plein d'équipes, mais tu vois, quand je pense à l'Irlande qui s'est qualifiée de manière un peu miraculeuse et avec beaucoup, beaucoup d'abnégation, l'Irlande, ça peut être très piège. Ça me rappelle un peu la Macédoine. Je crois que c'était la Macédoine en 2022 pour l'Italie, c'était très piège. L'Irlande, ça peut être très, très piège parce que eux, bah voilà, peuvent vraiment aller dans ton dos, ça peut aller très, très vite. Ils ont un buteur qui marque énormément en ce moment. Ok, bon, la Tchéquie a des possibilités de contre aussi. La Pologne, il reste à Lewandowski, donc même ça, c'est pas la Pologne la plus séduisante, mais dans le ton d'eau également, tu peux te faire piéger. J'ai envie d'être optimiste pour l'Italie, mais je vous jure que ce n'est pas une blague quand on dit qu'on est inquiet pour l'Italie, qu'il y a une probabilité certaine qu'il ne se qualifie pas en Coupe du Monde. Quand vous prenez par exemple, on parlait de la RDC tout à l'heure, la RDC, je pense globalement, a largement les capacités de tactique pour se qualifier en Coupe du Monde. La plupart des équipes qu'elle va affronter sont vraiment abordables, et je trouve que tactiquement parlant, bah, en fait, la RDC joue d'une certaine manière qui leur permet d'être fort. L'Italie, en fonction du tirage, il y a une probabilité réellement élevée pour moi que ça ne passe pas. Maintenant, on verra. Euh, Il y a 2 matchs. Il faut remporter ta demi-finale et il faut remporter ta finale. Le 31 mars 2026, ouais, ce sera ça la finale. On saura si l'Italie est en Coupe du Monde ou non. Alors, ça peut même être plus tôt. Si le 26 mars, bah, par exemple, tu es éliminé, tu seras éliminé. Mais c'est à considérer. Bah, les gars, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je voulais quand même revenir un petit peu sur cette Italie-là qui est en perdition, bien sûr. C'est très dur parce qu'en plus, vous savez que globalement, les résultats sont bons. Si on prend l'ensemble, t'es 9e classement FIFA, évidemment que tu remportes la majorité de tes matchs, tu restes Italie avec des joueurs de haut niveau. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, il y a des failles certaines. Cette équipe est vieillissante. Je sais que certains veulent parler de l'âge. Alors, je, je suis pas partagé là-dessus parce qu'il y a quand même eu un petit turnover de génération. Voilà, là, les plus vieux, notamment sur ce match-là, ouais, Di Lorenzo, Politano, bon, voilà, ils sont un petit peu sur la fin. Je suis partiellement d'accord peut-être avec cet aspect de vieillir. Je pense que peut-être les gens ont un peu en calque l'Inter Milan, par exemple, voilà, qui est vraiment une équipe qui vieillit avec Acerbi et tout. OK, tu peux faire mieux. Je pense que tu peux peut-être rajeunir certains trucs, mais bon, voilà, quand je vois Pio Esposito, qui est vraiment une belle trouvaille, très très bel espoir, bon, qui joue, c'est OK. Barella, à 28 ans, OK, il est plus tout jeune, il reste quand même un taulier. Globalement, vous savez, les noms que je vois, genre Locatelli, Di Marco ou quoi, machin, ça va, c'est OK. C'est pas les plus jeunes, c'est pas les plus non plus. Donc là, je ne fais pas tout. Je pense vraiment que cette équipe devrait aussi jouer différemment. Voilà. Elle veut jouer comme ça. Peut-être que ça va l'amener à la Coupe du Monde. Peut-être qu'elle fera quelque chose à la Coupe du Monde de différent ou qu'elle va surprendre, je ne sais pas. Ça reste aussi du football. Mais les gars, voilà un petit peu pour la mise à jour concernant l'Italie, équipe qui n'est pas finie, bien sûr, qui a des possibilités, mais je comprends les nostalgiques qui me disent à l'époque, il y avait une Italie qu'on aimait, même les non-italiens qui étaient bah, littéralement en mode waouh, la sélection italienne. Le football, il a changé, comme on peut dire. Prenez soin de vous, les amis, c'était Koro. Merci à vous et la paix sur vous.